l'image de la fameuse maison. Ah bah Sylvie est là. Ah ben, très bien. Alors, on a félicité l'événement. On peut recommencer. Voilà. Vous alliez donc un peu indécis sur Alors, le ménage. Je pense qu'il osera pas. Catherine. Bah, c'est assez risqué de dépeler. Ah oui, dans le film Le Mépris. Catherine, Oui, elle est dans. Elle est dans la baignoire. Tu aimes C'est pas une image, mais elle n'est pas belle. On va reprendre. Il y a Roger qui se met devant. Roger va devant, Roger va deux, voilà. Vous allez aller voir. Puis, J'ai une nouvelle derrière. Voilà, alors cette image est assez représentative. Voilà la Casa Malaparte. Ah, Touchez pas trop à l'écran parce que ça va. sinon ça va. C'est là qu'a été tourné le Mépris, entre autres. Oui, d'accord. Et Ah c'est- ben oui, le voilà. C'est la grande marche. alors, il y a eu aussi des publicités pour Zegna, mais bon, c'est pas trop le sujet littéraire. Alors déjà, Curzio Malaparte, contrairement à ce qu'a dit mon cher ami, n'était pas franchement un écrivain italien parce qu'il s'appelait Kurt. Il était d'origine du sud de l'Autriche, qui était plus ou moins mitoyenne avec le nord de l'Italie. Et il a pris un nom Curzio Malaparte, donc, parce que Bonaparte était déjà pris, donc il s'est appelé Malaparte. Et Ah oui, il est devenu un fan du Parti communiste. Et cette maison, que vous le croyez ou pas, représente une tête de marteau. Vous voyez bien la tête de marteau avec les marches qui font le bord du marteau. Et le truc en blanc dessus, c'est la faucille qui va avec. C'est là derrière que Brigitte Bardot prend le soleil toute nue. Ça a fait une grande partie du mérite du film, qui par ailleurs est un film excellent. Alors vous voyez donc la maison, marteau et faucille. Vous pouvez regarder la maison Malaparte à Capri. Alors on va revenir au sujet quand même, parce que le sujet, c'est donc mon ami Xavier qui m'a demandé de venir vous parler de mes 6 livres favoris. Alors naturellement, j'ai accepté à la fois pour vous retrouver, parce que je me doutais que j'allais retrouver certains d'entre vous depuis la guillotine, et également parce que la lecture m'est chère. Alors, depuis mes premières lectures, ma première lecture c'était Toto Hari. Ça fait un certain temps, et depuis j'ai effectivement lu un grand nombre de livres, et donc 6 livres, j'ai trouvé cette proposition parfaitement intolérable. J'ai demandé à Xavier si je pouvais en faire 60 ou 600, il n'a pas voulu, donc on va essayer de se limiter à 6, mais ça va être très difficile. Le choix a donc fait partie de ma réflexion, et dans le choix, évidemment, j'ai pris quelques options que je vais partager avec vous pour que vous compreniez un peu le choix. Les options, ça a été de prendre des auteurs de nationalités différentes pour ne pas avoir 6 livres français. Ça a été aussi d'éviter les géants. Les géants, parce que sinon on se retrouve avec Goethe, Shakespeare, Cervantes, Dante, etc. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'on va essayer d'aérer un peu ça. Comme disait Oscar Wilde, après Shakespeare et Dostoïevski, il ne nous reste plus que les virgules. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, on n'est pas trop gâté. Donc, on écarte les géants, on écarte aussi finalement les bouquins qu'on aime bien, mais ce que j'appelle les bouquins doudous, ils nous plaisent pendant 3 mois ou 6 mois, on est très content avec eux, et puis on finit par les oublier, alors que d'autres bouquins qui n'ont pas nécessairement eu un impact plaisant, parce que ce sont des bouquins durs ou difficiles, ceux-là on ne les lâche pas, et puis ils vous hantent pour une raison ou pour une autre. Donc je vais essayer de vous faire partager ces livres fantasmes,
et voir si, à la fin de l'exposé, je vous poserai la question, voir s'il y en a un qui vous tente ou plusieurs, et lequel. Donc, on va commencer par parcourir justement le... Ça marche le machin? Oui, allons-y. Par parcourir le destin d'un lecteur. Vous voyez, ça commence petit. Évidemment, les malheurs de Sophie, Le Petit Prince, Cro-Blanc, une jeunesse aventureuse. Vous avez certainement... Il y a beaucoup de livres de garçons quand même, il y a un peu moins de livres de filles. Le Tour du Monde, les bouquins sur les Indiens, La Case de l'Oncle Tom. Très démodé, La Case de l'Oncle Tom. Hein. C'est plus comme ça qu'on écrit. 20 milieux sous les mers, Robinson Crusoe, les livres amusants, 3 hommes dans un bateau, Rabelais, c'est très drôle Rabelais, bien que ce soit un classique. Les images qui voyagent évidemment, Tintin, Spirou, Astérix, le premier Astérix, ça a beaucoup changé depuis, et puis même les classiques, parce qu'on peut y trouver du charme. Donc Maupassant, Dumas évidemment, Dickens, Colette, Kiki la Doucette et Toby Chien, ça a enchanté mon adolescence. Les Mille et une nuits, Simbad le marin, Aladdin, Le Grand Môle, tout ça. Même Les Misérables, La Gare des Michards. On le voit beaucoup, hein, La Gare des Michards. Oui, je les ai encore. Et puis quelques polars. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous faire un exposé. Vous me demandez les 6 livres favoris, si je vous dis c'est Mets ton doigt où j'ai mon doigt. Vous allez me prendre pour un plaisantin, c'est pas... Et bien pourtant c'est un chef-d'œuvre, c'est un très bon livre. Sherlock Holmes dans les polars, Lupin, Fantasia chez les Ploucs, le numéro 1000 de la série noire, très bon livre aussi. Toutes les séries noires, un peu de philosophie quand même, hein. Le premier bouquin de philosophie qui m'a semblé sympa parce que c'était Camus et parce que ça touchait des problèmes contemporains, l'introduction de l'absurde, etc. La poésie, celle qu'on n'apprend pas à l'école, la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France. Un jour, on pourra faire une soirée uniquement consacrée à ça, vous verrez, c'est formidable. Et les bouquins qu'on cache aux parents, mais qui sont des bouquins sérieux, hein. Ceux-là, on les lit en cachette. L'histoire d'eau, Sexus, puis des trucs qu'on hésite à lire. Proust, on dit c'est un Himalaya, mais finalement, quand on s'est mis dedans, il faut 3 semaines pour le lire, mais c'est pas aussi difficile qu'on veut bien le croire. Puis on attaque les autres langues un jour. On a créé Shakespeare. Bon, alors Shakespeare, ne me parlez pas de Shakespeare, c'est mon idole absolue. Donc toujours Shakespeare. Tout le temps, tout Shakespeare. Hein. Même pas les pièces mineures, tout. Goethe, bien sûr. Un autre Himalaya. Ça, c'est plus dur. Les Allemands, j'ai plus de mal avec les Allemands. Hein. La montagne magique, très dur aussi. Musil, L'homme sans qualité. Au bout de 800 pages, on lui trouve effectivement pas de qualité. Mais il a fallu 800 pages pour y arriver. Celui-là aussi, je l'ai trouvé assez dur. Cervantes, c'est important dans l'histoire du roman parce que il y a 2 romans qui ne manquent pas d'humour, c'est Gargantua et Cervantes. C'est l'apparition de l'humour dans un texte, dans un style qui n'en comprenait pas beaucoup. Et puis, alors là, le Japon, hein, Mishima, Kawabata, tout ça, ça nous fait voyager. Très très noir, Dostoïevski. Dino Buzzati, c'est l'auteur du Désert des Tartares. Vous devez connaître le Désert des Tartares. Il a écrit aussi Le Cas, dont on parlera tout à l'heure. Et puis tous les autres classiques, Camus, Moby Dick, Calvino, tous les Américains, John Dos Passos, Pynchon, Fitzgerald, Philip Roth qui est mort l'an dernier, Hemingway bien sûr, Faulkner, on peut pas. Lui aussi il n'est pas facile, hein, mais mérite un effort. Nabokov,
Ça, c'est les bouquins qu'il faut lire après avoir fumé un peu de moquette. Alors, Orange Mécanique, Trainspotting, assez dur aussi. Las Vegas Parano. Et puis alors, il y a ceux que j'ai jamais pu lire et que je lirai jamais. Vous avez Le Seigneur des Anneaux, par exemple, Paulo Coelho. Alors, je sais qu'un de mes prédécesseurs a parlé de Paulo Coelho. Excusez-moi, moi, je vais en dire du mal, donc je ne vais pas en parler. Harry Potter. Musso, alors j'espère qu'il n'y a pas de lecteur de Musso dans l'assistance, parce que si on... Bon, les classiques, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Balzac, évidemment Homère, la suite d'Homère, Ulysse, de James Joyce, Tolstoï, puis les femmes aussi, les femmes écrivent. Hein. C'est bon parce qu'on voit des femmes qui lisent, alors il faut rendre hommage aux femmes qui écrivent. Quand même des chefs-d'œuvre, hein, Margaret Mitchell, Harper Lee, Emily Brontë, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Livre extraordinaire. Frankenstein, vous savez que Frankenstein a été créé par une femme. Marie Shelley, la sœur de Shelley, le poète anglais. Toni Morrison, un prix Nobel féminin. Remarquable. Et puis les livres de guerre récents, les anciens, Kurt Vonnegut, Melville, un Melville beaucoup moins connu que Moby Dick, mais beaucoup plus propre à d'immenses discussions, la réflexion sur la liberté, la réflexion sur la politique encore. Golding, un autre prix Nobel anglais, pour comprendre la société au niveau des enfants et de la sauvagerie. Le contraire de David Copperfield, Salinger. Vous avez lu Salinger? Cet été. Ça commence par, si vous croyez que je vais vous raconter mon enfance comme cette connerie de David Copperfield, là vous vous trompez, allez ailleurs. C'est comme ça que ça commence, mais c'est très très bien. Très imbibé, hein, Malcolm Lowry, autant que Kerouac d'ailleurs, mais c'est pas pour autant mal. Ulysse de Joyce une deuxième fois, parce que la première fois on n'a pas tout compris, donc il faut le relire celui-là. Et puis l'Amérique du Sud, évidemment, qui arrive. Borges, Vargas Llosa, un autre prix Nobel. Bon, on va arriver à nos 6 titres. Alors, il y a des livres désolants ou désopilants, on va voir ensemble. Hein. Les voilà. Céline, c'est le français, Kafka, c'est l'allemand, bien qu'il soit tchèque. Coetzee, c'est l'anglais. Je n'ai pas pris ni un anglais ni un américain, c'est Amérique du Sud, Afrique du Sud. Solzhenitsyn, Kawabata et Borges. Là-dedans, il y a 3 prix Nobel, Coetzee, Kawabata et Solzhenitsyn, et 3 qui ne l'ont pas eu, mais qui l'auraient mérité. Bon. On va commencer par Céline, Voyage au bout de la nuit, parce que c'est un livre absolument extraordinaire. Il y a une polémique sur Céline, mais c'est un livre prodigieux. Si vous ne le connaissez pas, je vais essayer de vous le faire aimer. Si vous le connaissez, je vais vous le remémorer. Céline, il faut parler un peu de sa vie et de ses photos, parce qu'il a commencé vraiment par faire la guerre. Et il a fait une guerre dont on n'a plus l'habitude, il était cuirassier. Donc il avait un casque et une cuirasse. Parce qu'en 1914, voilà comment la guerre a commencé. Vous reconnaissez l'école militaire, ça c'était la guerre en 1914. Dire qu'on était préparé, c'est pas sûr. Hein. En rouge. On était bien visible, c'est bien ça. Donc, Céline, plutôt bel homme, quand il était jeune en tout cas, manquant pas d'humour, vous voyez à sa tête que j'ai prise en gros plan qu'il avait quand même quelque chose de rigolo, chose qu'on ignore assez souvent, mais qu'on va découvrir ensemble. Plus tard, plus sombre, après la Deuxième Guerre, et à la fin en espèce de clochard prophétique là, sur ces 3 derniers livres, Nord, d'un château l'autre et Rigaudon. Et je vous recommande, si vous ne l'avez pas, Le Voyage au bout de la nuit, illustré par Tardy, qui est là. Je me sers de quelques illustrations pour raconter l'histoire. Alors, vous voyez, le style de Tardy, c'est quand même pas n'importe quoi.
Alors, on est en 1932. Le siècle a pris un coup de vieux après la guerre de 14 quand même. Ça a changé la donne. La vie n'est plus la même. La littérature, elle existe, elle est puissante, elle est lourde. Il y a tout le monde, enfin tous les gens que vous connaissez, il y a Bernanos, Genevois, Zola est mort il n'y a pas très longtemps, il y a Gilles évidemment, il y a Mauriac qui commence, il y a Mauroy, même Malraux qui a commencé à écrire. Donc, j'ai dit Bernanos, enfin tous les grands auteurs du XXe siècle, on pouvait se dire, bon, en 1932, c'est plié, quoi. On les connaît tous, on sait ce qui va se passer, l'histoire est écrite. Et bien tout d'un coup, il y a un énergumène qui sort en 1932, un machin à la main, et qui va déposer son manuscrit sur le bureau de Gallimard à la NRF avec une lettre que je vais vous lire. Vous me demandez de vous donner un résumé de ce livre. C'est un bizarre effort en vérité auquel vous me soumettez, et jamais je n'y avais encore songé. Cela se tient sans cesse aux confins des émotions et des mots, des représentations précises, sauf aux moments d'accent qui, eux, sont impitoyablement précis. D'où quantité de diversions qui entrent peu à peu dans le thème, le font chanter finalement comme une composition musicale. Tout cela demeure fort prétentieux, et même ridicule si le travail est raté. À vous d'en juger. Pour moi, c'est réussi. Le récit commence place Clichy au début de la guerre et finit 15 ans plus tard à la fête de semaine Clichy. 700 pages de voyage à travers le monde, les hommes, la nuit, l'amour. L'amour surtout, que je traque, abîme, qui ressort de là pénible, dégonflé, vaincu. Vous y trouverez du crime, du délire, du dostoïevskisme. Il y a de tout dans mon machin, pour s'instruire, pour s'amuser. Je ne voudrais pour rien au monde que ce sujet me soit piqué. C'est du pain pour un siècle entier de littérature. C'est le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil. Ce moment capital de la nature humaine, avec le meilleur sentiment, oui, Ferdinand, Céline. Alors, Gallimard, sans doute mal conseillé par son cabinet de lecture, son comité de lecture, pardon, dans lequel il y avait Gide. Gide s'était déjà illustré 10 ans plus tôt en ratant Proust. Proust n'a pas été illustré par Gallimard, au début il a été édité par De Noël. Céline, même chose. Sans doute à cause de Proust, ils n'ont pas répondu à cette lettre-là. Céline est allé chez De Noël, il a été immédiatement édité, donc il n'a pas été édité par Gallimard, il n'a pas non plus eu le Goncourt, qui est allé à un obscur mec qui s'appelle Maslin, pour un bouquin encore plus obscur qui s'appelle Les Loups. Maslin a vécu 96 ans, de 1901 à 1997. 96 ans totalement inconnu de tout le monde, malgré son prix Goncourt. Céline, avec son machin, comme il dit, n'a pas eu de prix Goncourt, mais a absolument explosé, révolutionné la littérature. Aujourd'hui encore, en ce moment, Le Voyage au bout de la nuit est le livre qui est le plus volé dans les librairies. Vous vous rendez compte d'un titre de gloire, c'est celui que les gens volent dans les librairies. Alors, voyons un peu quelques images avant d'en arriver au texte. Non, ben c'est trop tôt. Donc, dans sa lettre à Gallimard, il avait à la fois tort et raison, mais il avait raison sur un truc, c'est du pain pour un siècle entier de littérature. Et c'est vrai, effectivement, 95 ans plus tard. Peu de livres ont une puissance aussi grande de vision que Le Voyage au bout de la nuit. Vision intense, celle de la révélation de la misère, de la guerre, de la maladie sans fin, de la mort. Le véhicule de cette vision est un style
une phrase qui se concentre, qui repère tout, qui ne pardonne rien, plus encore que de nous montrer quelque chose, Céline nous le fait voir avec ses yeux. Et c'est là qu'est sa force. Quelques phrases avant des extraits un peu plus longs sur la guerre qui a été vécue aux Premières Loges, parce qu'il a été blessé gravement, il a été mutilé à 70%, il a eu la croix de guerre, il était vraiment, il s'est vraiment bien battu pendant les 6 premiers mois de la guerre, puisqu'ensuite il a été réformé. Alors quelques phrases. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. L'imbécilité infernale de cette immense universelle moquerie qu'est la guerre. La guerre, en somme, c'est tout ce qu'on ne comprenait pas. L'obscurité épaisse et terrifiante de la nuit engloutit tout. Il vous semble qu'on ne reverrait plus son bras dès qu'on l'étendait un peu plus loin que l'épaule. Et puis tous, ils contenaient des volontés homicides énormes et sans nombre. Le feu est arrivé. Je pensais qu'il allait partir. Et puis non, le feu est bien parti. Mais le bruit est resté longtemps dans ma tête. Et puis les bras et les jambes qui tremblaient, comme si quelqu'un voulait secouer de par derrière. Ils avaient l'air de me quitter et puis ils me sont quand même restés, mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Ce qui étonne le plus, c'est que c'est quand même plein d'humour, même un humour noir, cynique, mais au beau milieu du champ de bataille, quand les Allemands lui tirent dessus, il dit « Mais aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable, bien poli avec eux. » Alors, on va laisser Xavier lire 2 passages. Allez-vous-en, tous! Allez rejoindre vos régiments! Et vivement! Qu'il gueulait. Où qu'il est, le régiment, mon commandant? Qu'on demandait, nous. Il est à Barbagny! Où que c'est, Barbagny? C'est par là! Par là, où il montrait, où il n'y avait rien que la nuit, comme partout d'ailleurs. Une nuit énorme qui bouffait la route à 2 pas de nous, et même qu'il n'en sortait du noir qu'un petit bout de route grand comme la langue. Allez donc le chercher, son Barbagny, dans la fin d'un monde. Il aurait fallu qu'on sacrifiât pour le retrouver, son Barbagny, au moins un escadron tout entier. Et encore, un escadron brave. Et moi, qui n'étais point brave, et qui ne voyais pas du tout pourquoi j'aurais été brave, j'avais évidemment encore moins envie que personne de retrouver son Barbagny, dont il nous parlait d'ailleurs lui-même absolument au hasard. C'est comme si on avait essayé, en m'engueulant très fort, de me donner l'envie d'aller me suicider. Ces choses-là, on les a ou on ne les a pas. De toute cette obscurité si épaisse qu'il vous semblait qu'on ne reverrait plus son bras dès qu'on l'étendait un peu plus loin que l'épaule, je ne savais qu'une chose. Mais cela, alors, tout à fait certainement, c'est qu'elle contenait des volontés homicides énormes et sans nombre. Cette gueule d'état-major n'avait de cesse dès le soir revenu de nous expédier au trépas, et ça le prenait souvent dès le coucher du soleil. On luttait un peu avec lui, à coups d'inertie. On s'obstinait à ne pas le comprendre. On s'accrochait au cantonnement pépère, tant bien que mal, tant qu'on pouvait. Mais enfin, quand on ne voyait plus les arbres à la fin, il fallait consentir tout de même à s'en aller mourir un peu. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir
avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes. À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Cette phrase, évidemment, maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que puceaux, déjà, il y en a de moins en moins. Les gosses de 11-12 ans sont abonnés au réseau porno. Les jeunes filles, je ne sais pas, et les garçons, je sais. Donc, puceau de la volupté, ça ne veut pas dire grand-chose, mais puceau de l'horreur. Il y a 3 semaines exactement, le 7 octobre de l'an de grâce 2023, en Israël, aux frontières de la bande de Gaza, des hommes sont arrivés, ont éventré une femme enceinte vivante, ont sorti le fœtus et ont décapité le fœtus. Il faut imaginer que c'est probablement la dernière image que cette femme a vue avant de mourir. Au même moment, ailleurs, un peu plus loin, d'autres hommes ont mis des bébés vivants dans des fours de cuisine pour les faire cuire. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques jours plutôt, une politicienne, un politicien français, une femme en l'occurrence, a ironisé en demandant si on allait les manger avec des épices ou sans épices. C'est pas possible. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Vous comprenez mieux, Céline? Après son expérience de la guerre, parce que le bouquin est extrêmement autobiographique, le bouquin il est parti en Afrique, et on va vous lire un petit peu son expérience du colonialisme. L'élément militaire, sur les 5 heures, grondait autour des apéritifs, liqueurs dont les prix, au moment où j'arrivais, venaient précisément d'être majorés. Une délégation de clients allait solliciter du gouverneur la prise d'un arrêt pour interdire aux bistrots d'en prendre ainsi à leur aise avec les prix courants de la mominette et du cassis. À entendre certains habitués, notre colonisation devenait de plus en plus pénible à cause de la glace. L'introduction de la glace aux colonies, c'est un fait, avait été le signal de la dévirilisation du colonisateur. Désormais soudé à son apéritif glacé par l'habitude, il devait renoncer, le colonisateur, à dominer le climat par son seul stoïcisme. Les Fédères, les Stanley, les marchands, remarquons-le en passant, ne pensèrent que du bien de la bière, du vin et de l'eau tiède et bourbeuse qu'ils burent pendant des années sans se plaindre. Tout est là. Voilà comment on perd ses colonies. Un autre élément africain, Céline est envoyée sur un comptoir obscur en haut d'un fleuve, évidemment les noms sont changés, une remontée qui ressemble tout à fait au bouquin de Conrad, Au cœur des ténèbres. C'est la remontée d'un petit fleuve africain et c'est aussi, pour ceux qui ont vu ce film, la remontée du fleuve dans Apocalypse Now, qui d'ailleurs est inspiré à la fois de Conrad et de Céline. Le Papauta, qui s'intitulait, une petite coque bien plate, bâtie pour les estuaires. On le chauffait au bois, le Papauta. Seul blanc à bord, un coin me fut concédé entre la cuisine et les cabinets. Nous allions si lentement sur les mers que je crus tout d'abord qu'il s'agissait d'une précaution pour sortir de la rade. Mais nous n'allâmes jamais plus vite. Ce Papauta manquait incroyablement de force.
Nous cheminâmes ainsi, en vue de la côte. Infinies bandes grises et touffues de menus arbres dans la chaleur aux buées dansantes. Quelle promenade! Papa Outa fendait l'eau comme s'il avait sué toute lui-même douloureusement. Il défaisait une vaguelette après l'autre, avec des précautions de pansement. Le pilote, me semblait-il de loin, devait être un mulâtre. Je dis « semblait » car je ne trouvais jamais l'entrain qu'il aurait fallu pour monter là-haut sur la passerelle me rendre compte par moi-même. Je restais confiné avec les nègres, seul passager, dans l'ombre de la coursive, tant que le soleil tenait le pont jusque sur les 5 heures. Pour ne pas qu'il vous brûle la tête par les yeux, le soleil, il faut cligner comme un rat. Après 5 heures, on peut se payer un tour d'horizon, la bonne vie. Cette frange grise, le pays touffu au ras de l'eau, là-bas, sorte de dessous de bras écrasés, ne me disait rien qui vaille. C'était dégoûtant à respirer cet air-là, même la nuit, tellement l'air restait tiède, marine moisie. Toute cette fadasserie portait au cœur, avec l'odeur de la machine en plus, et le jour les flots trop ocre par ici, et trop bleus de l'autre côté. Il était pire encore que sur l'amiral Bracton, moins les meurtriers militaires, bien entendu. Alors, je vais vous lire la vie de Gaëtan Picon dans l'histoire de la littérature française. Ce livre bouleversant n'est pas que le hurlement de douleur d'une existence blessée. C'est aussi, souvent, un éclat de rire de potache des blagues de carabin pour se défendre de trop de sentimentalisme, pour faire face à l'atroce douleur de vivre certaines situations. Dans l'histoire littéraire, il marque un changement complet. Plus de moyens traditionnels, la fiction à la Balzac ou à la Zola avec ses personnages bien dessinés, sa hiérarchie entre les scènes est devenue un luxe inutile. Le soin jadis apporté au récit, à la présentation des scènes et des personnages est tout entier reporté ici sur un langage en création continue. Admirable, de véhémence, de violence, d'invention, il consacre le renouvellement de la littérature par le langage parlé. Coulées de lave, coulées de boue, les coulées épiques du voyage dominent le désespoir contemporain de leur noir rayonnement en lançant un cri farouche qui résonne jusqu'à ce soir. Vous avez noté dans le texte qu'a lu Xavier, un pays de dessous de bras, vous imaginez la force de cette image et puis sa réalité, sa vérité en plus. Déjà, le début, on comprend pourquoi Gallimard l'a rejeté. La première phrase, c'est « ça a commencé comme ça ». Deux « ça » dans la même phrase, dans une phrase de 10 mots. Moi, j'avais rien dit, rien. Ça changeait un petit peu de ce qu'on lisait à l'époque. Je vous lis un début de livre célèbre, vous allez peut-être le reconnaître. Je n'ai pas de mémoire de comment je sortis de la forêt. J'en puis donner idée, raconter ces années, les épisodes, les voyages, les querelles, les ruptures. Tout cela, c'est de l'anecdote. Ce qu'il faudrait patiemment retrouver en moi, c'est le cheminement profond, le dessin qui se reforme quand l'eau cesse d'être agitée ou l'homme se mire. Alors vous comprenez pourquoi le comité de lecture de Gallimard, ils se sont sentis d'un seul coup, mais fichus, ringardisés pour toujours. Ça c'est le début des Cloches de Bâle, un roman d'Aragon contemporain qui est sorti en 1930. Alors c'est pas que ce soit mauvais, mais ça a 100 ans. Homère c'est plus vivant, c'est plus neuf que cette littérature. Déesse, chante-moi la colère d'Achille. Ça commence comme ça, Homère. C'est autre chose que le dessin qui se reforme quand l'eau s'être agitée, dans laquelle l'homme se mire. C'est pas possible d'écrire comme ça. On reprend un peu de lecture.
Ça, vous l'avez entendu, je ne sais. Pardon. Les crépuscules, dans cet enfer africain, se révélaient fameux. On n'y coupait pas. Tragiques chaque fois comme d'énormes assassinats du soleil. Un immense chiquet. Seulement, c'était beaucoup d'admiration pour un seul homme. Le ciel, pendant 1 heure, paradait tout giclé d'un bout à l'autre d'écarlate en délire. Et puis le vert éclatait au milieu des arbres et montait du sol en traînées tremblantes jusqu'aux premières étoiles. Après ça, le gris reprenait tout l'horizon, et puis le rouge encore. Mais alors fatigué le rouge, et pas pour longtemps. Ça se terminait ainsi. Toutes les couleurs retombaient en lambeaux, avachis sur la forêt comme des oripeaux après la 100e. Chaque jour sur les 6 heures, exactement, que ça se passait. Et la nuit, avec tous ces monstres, entrait alors dans la danse parmi ces 1000 et 1000 bruits de gueules de crapauds. La forêt n'attend qu'à leur signal pour se mettre à trembler, siffler, mugir de toutes ses profondeurs. Une énorme gare amoureuse et sans lumière, pleine à craquer. Des arbres entiers bouffis de gueuletons vivants, d'érections mutilées, d'horreur. On n'en finissait pas de ne plus s'entendre entre nous dans la case. Il me fallait gueuler à mon tour par-dessus la table comme un chat-huant pour que le compagnon me comprît. J'étais servi, moi, qui n'aimais pas la campagne. Bien. Alors, on va encore vous lire l'arrivée à New York. Vous l'avez certainement entendu dire par Lucchini, dont c'est un des grands morceaux de bravoure. Elle était debout, leur ville, etc. Raconte-nous ça, Ah, pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galériens qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. Oh, on en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur. Ah, mais on en pouvait rigoler, nous, du spectacle qu'à partir du coup, et à cause du froid qui venait du large. Pendant ce temps-là, à travers une grosse brume grise et rose, et rapide et piquante, à l'assaut de nos pantalons, et des crevasses de cette muraille, des rues de la ville, où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent. Notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetés, là où venait finir une eau caca, toute barbotante d'une kyrielle de petites bâches et remorqueurs, avides et cornards. Ah, pour un miteux, il n'est jamais bien commode à débarquer nulle part, mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. « C'est tous des anarchistes !» qu'ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux en somme que les curieux qui leur apportent du pognon. Parce que tous les argents d'Europe, c'est des fils à dollars. J'aurais peut-être pu essayer, comme d'autres l'avaient déjà réussi, de traverser le port à la nage, et puis une fois au quai, de me mettre à crier « Vive dollar ! Vive dollar !» C'est un truc. Il y a bien des gens qui se sont débarqués de cette façon-là, et qu'après ça, on fait des fortunes. C'est pas sûr. Ça se raconte seulement. Il en arrive dans les rêves des bien pires encore. Moi, j'avais une autre combinaison en tête, en même temps que la fièvre. Ensuite,
Céline, il n'est pas resté à New York, il est allé à Détroit, dans les usines Ford. Description hallucinante également du travail humain. Il était à ce moment-là médecin, j'ai oublié de vous dire, je crois que quand il a présenté son bouquin, il n'avait pas jamais écrit une ligne à part sa thèse de médecine. Il était docteur, sa thèse de médecine est d'ailleurs très, très intéressante et très belle à lire. Ça s'appelle La vie de Philippe Ignace Semmelweis. Et il était employé par la Société des Nations. C'est pour ça qu'il a beaucoup voyagé en Afrique, en Amérique du Nord, et qu'il a une grande connaissance à la fois des pays et de la vie et des difficultés des médecins dans ces situations. Après ses aventures, il revient à Paris, dans la banlieue, où il s'établit médecin de banlieue. Et je vais vous lire une de ses, j'ose pas parler d'aventure cette fois-ci, mais une de ses expériences de médecin de campagne, de médecin de banlieue. Sa mère m'entrouvrit la porte du palier avec des précautions d'assassinat. Elle chuchotait, la mère, mais si fortement, si intensément que c'était pire que des imprécations. « Qu'ai-je pu faire au ciel, docteur, pour avoir une fille pareille? Ah, vous m'en direz du moins rien, personne dans notre quartier, vous n'en direz rien, docteur, rien. Je compte sur vous. » Elle n'en finissait pas d'agiter ses frayeurs et de se gargariser avec ce que pourraient en penser les voisins et les voisines. En transe de bêtises inquiète qu'elle était. Ça dure longtemps, ces états-là. Elle me laissait m'habituer à la pénombre du couloir, à l'odeur des poireaux pour la soupe, au papier des murs, à leur ramage sot et à sa voix d'étranglée. Enfin, de bafouillage en exclamation, nous parvînmes auprès du lit de la fille. Prostrée, la malade, à la dérive. Je voulais l'examiner, mais elle perdait tellement de sang. C'était une telle bouillie qu'on ne pouvait rien voir de son vagin, des caillots. Ça faisait glou-glou entre ses jambes, comme dans le coup coupé du colonel à la guerre. Je remis le gros coton et remontai la couverture, simplement. La mère ne regardait rien, n'entendait qu'elle-même. « J'en mourrai, docteur, j'en mourrai !» qu'elle clamait, « j'en mourrai de honte !» Je n'essayais point de la dissuader. Je ne savais que faire. La mère tenait le rôle capital entre la fille et moi. Le théâtre pouvait crouler, elle s'en foutait, elle. Elle s'y trouvait bien et bonne et belle. Je ne pouvais compter que sur moi-même pour rompre ce charme merdeux. Je hasardais un conseil de transport immédiat dans un hôpital pour qu'on l'opère en vitesse. Ah, malheur de moi. Du coup, je lui ai fourni sa plus belle réplique, celle qu'elle attendait. « Mais quelle honte, docteur, l'hôpital, quelle honte! À nous, il ne nous manquait plus que ça. C'est un comble. » Je n'avais plus rien à dire, je m'assis donc, et j'écoutais la mère se débattre encore plus tumultueusement, empêtrée dans ses sornettes tragiques. Trop d'humiliation, trop de gêne, porte souvent à l'inertie définitive. Le monde est trop lourd pour vous. Tant pis. Pendant qu'elle invoquait, qu'elle provoquait le ciel et l'enfer, tonitrué de malheur, je baissais le ciel et baissant, déconfit, je voyais se former sous le lit de la fille une petite flaque de sang. Une mince rigole en suintait lentement le long du mur vers la porte. Une goutte du sommier chutait régulièrement. Tac, tac. Les serviettes entre ses jambes, regorgées de rouge. Je demandais tout de même à voix timide si le placenta était expulsé déjà tout entier. Les mains de la fille, pâles et bleuâtres, au bout de chaque côté du lit rabattues. À ma question, c'est la mère encore qui a répondu, par un flot de jérémiades dégoûtantes. Mais réagir, c'était après tout beaucoup trop pour moi. Si je lui donnais un lavement, docteur, qu'en pensez-vous? Je ne répondis ni par oui ni par non, mais je conseillais une fois de plus, puisque j'avais la parole.
l'envoi immédiat à l'hôpital, d'autres glapissements encore plus aigus, plus déterminés, plus stridents. En réponse, rien à faire. Je me dirigeais lentement vers la porte en douceur. L'ombre nous séparait à présent du lit. Je ne discernais presque plus les mains de la fille posées sur ses draps à cause de leur pâleur semblable. Je revins pour sentir son pouls plus menu, plus furtif que tout à l'heure. Elle ne respirait que par à-coups. J'entendais bien, moi, toujours, le sang tomber sur le parquet comme un petit coup d'une montre de plus en plus lente, de plus en plus faible. Rien à faire. La mère me précédait vers la porte. Surtout, me recommanda-t-elle, transi, docteur, promettez-moi que vous ne direz rien à personne. Vous me le jurez. Je promettais tout ce qu'on voulait. Je tendis la main, ce fut 20 francs. Elle referma la porte derrière moi, peu à peu. Alors, c'est pas franchement rigolo, mais c'est un livre absolument extraordinaire. Qui l'avait lu parmi vous? Ben, c'est bien, bravo. Vous voyez, vous pouvez le relire, surtout dans la version de Tardive. Alors, on va quitter. On va quitter Céline, ici un médecin de banlieue, et on va partir en Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie, à l'époque dont je vais vous parler, en 1915, c'est à peu près contemporain du début du voyage, c'était pas encore le drapeau de la Tchécoslovaquie parce qu'elle appartenait à l'Empire austro-hongrois. C'était donc, ça parlait allemand, et c'est l'époque où Kafka, qui avait déjà une petite trentaine d'années, a écrit Le procès. Alors Kafka est un phénomène absolument extraordinaire en littérature. Il est à la fois adulé et très maltraité, parce que quand on parle de kafkaïen, c'est dévoyer complètement le sens de livres magnifiques, ne pas les comprendre, même si effectivement Kafka est toujours devant un labyrinthe, on va essayer de voir lequel. Et surtout, alors voilà le bouquin dont on va parler, surtout ce qui est extraordinaire, c'est les photos de Kafka. Là, vous le voyez, bébé, vous voyez ce regard. Vous voyez un regard comme ça chez un enfant? Eh bien, ce sera le même regard sur toutes ces photos. Là, petit garçon, il appartenait à une famille, il n'a pas eu une enfance malheureuse. Hein. Son père était certainement dur avec lui, mais il n'était pas malheureux matériellement en tout cas. Adolescent, toujours le même regard. Adulte, avec sa fiancée, et enfin une de ses photos les plus célèbres, qui sert d'ailleurs de tableau quelque part dans la librairie, vous le verrez quelque part. Ça, c'est Kafka. Une très belle sculpture à Prague, où il vivait, de disques superposés qui bougent pendant la journée et qui font que le visage remue, ça n'est pas une sculpture fixe. Donc, en 1915, Kafka écrit Le procès, ou écrit plus exactement un certain nombre de textes, de chapitres, et comme tous ses livres, il n'est pas terminé. Aucun de ces livres n'est terminé. Le Château, l'Amérique, tout ça, c'est des livres incomplets, soit parce qu'il ne voulait pas les terminer pour des raisons qu'on va essayer de comprendre, soit parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais toujours est-il, quand il est mort en 1925, il a demandé à son ami Max Brod de brûler toutes ses œuvres, ce que heureusement Max Brod n'a pas fait. Mais les chapitres étaient mélangés un peu comme les cartes d'un jeu de cartes dans le procès.
il avait écrit, Kafka, un début et une fin, ce qui est assez rare parce que les autres livres n'ont pas de fin, mais là il avait mis un début et une fin, mais il n'avait pas donné d'ordre au chapitre. C'est Max Brod qui les a choisis, il en a pris un certain nombre, il y en a un certain nombre, soit achevés, soit inachevés, qu'il a négligé, qu'on trouve à la fin de l'édition que j'ai choisie, qui est quelque part par là. Il vaudrait mieux qu'on l'ait parce que j'ai l'intention. Ah, mais il est là, voilà. Cette édition dont vous avez vu l'image tout à l'heure comprend à peu près les 2/3 du livre existant, tel qu'il a été fait par Brod, et 1/3 de chapitres qu'on peut lire dans l'ordre ou dans le désordre. Qu'est-ce qui se passe dans le procès? C'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin, alors dans une grande nouvelle célèbre de Kafka qui est la Métamorphose, quand il se réveille le matin, il est transformé en cafard. Vous vous souvenez évidemment de cette histoire. Dans le procès, il est réveillé par 2 individus qui rentrent dans sa chambre et qui lui disent qu'il est accusé. On ne sait pas de quoi il est accusé, on ne le saura jamais, et ce qui est très, très probable, pour ne pas dire certain, c'est qu'il n'est pas accusé de quelque chose de particulier. Par contre, lui, Kafka, se sent coupable en permanence. C'est sa culpabilité qui est mise en scène, culpabilité vis-à-vis de sa famille, de son père, vis-à-vis de la fiancée avec laquelle vous l'avez vu, parce qu'il venait de rompre avec sa fiancée, culpabilité parce qu'il était juif. Alors c'était pas encore les pogroms, mais de toute façon les juifs ont toujours eu en Tchéquie, en Pologne, un statut un peu particulier. Culpabilité vis-à-vis de sa propre conception de Dieu, parce que là, je vais faire une digression là. J'ai vu la vidéo de mon prédécesseur, Marc. Je ne sais pas si vous étiez pendant son exposé il y a un mois, le libraire d'octobre et pas de novembre. Il a beaucoup parlé de Dieu, il a aussi beaucoup parlé de l'amour. Moi, je ne vais pas vous parler de Dieu de la même manière parce que Marc s'était pas mal livré, il avait raconté un certain nombre de choses qui lui étaient personnelles. Moi, si je vous raconte quelque chose de personnel avec Dieu, c'est que je l'ai perdu, Dieu, il y a fort longtemps. Peut-être que c'est Dieu qui m'a perdu, ça, c'est difficile à établir. Quant à l'amour, ben moi je l'ai trouvé avec ma femme, donc je ne le cherche plus. Et les héros dont on parle, que ce soit Céline, que ce soit Kafka ou autre, s'ils cherchent quelque chose, c'est plutôt les femmes que l'amour. Et ce n'est pas exactement la même chose. Donc, la recherche de Dieu, c'est pas trop pas du tout chez Céline, pas trop chez Kafka, mais quand même Dieu est omniprésent. Et en particulier, il y a des chapitres du procès qui s'appelle Dans la cathédrale, où il va rencontrer curieusement un prêtre, parce qu'il aurait pu aussi rencontrer un rabbin dans une synagogue, qui lui raconte une parabole sur la loi. Alors la loi, c'est un homme de la campagne qui vient pour rentrer dans un lieu mystérieux, gardé par un gardien, par un soldat ou un gardien, qui lui interdit l'accès de ce lieu. Et l'homme attend, il commence à attendre, assis devant la porte, pendant des années, on ne précise pas le nombre d'années, mais jusqu'à ce qu'il soit très vieux, et sur le point de mourir. Entre-temps, le gardien, lui, n'a pas vieilli, et l'homme demande, mais cette loi, est-ce que vous allez ouvrir la porte? Alors le gardien lui dit, non, non, cette porte n'était faite que pour toi. Tu vas mourir, on va la refermer et personne d'autre ne s'en servira. Alors évidemment, la métaphore est assez claire pour l'accès à Dieu.
Kafka n'a probablement jamais eu accès à Dieu, peut-être l'a-t-il cherché. Juste à côté de... Je reviendrai là-dessus. Juste à côté... Non, alors on va commencer dans l'ordre. Il y a un film d'Orson Welles qui s'appelle Le Procès, qui est assez fidèle, sauf la fin qui est totalement erronée, enfin différente du bouquin, qui est assez beau, tout en noir et blanc, assez violent, images solarisées, où on montre, alors là, voilà, le contresens univers kafkaïen. Kafka n'était pas un gratte-papier obscur dans une banque, c'était un docteur en droit, donc il fait des études très approfondies. Il était cadre supérieur au comité de direction d'une compagnie d'assurance, et s'il voyait la bureaucratie, il la voyait d'un point de vue très élevé et non pas du point de vue kafkaïen que l'on peut ressentir aujourd'hui quand on remplit un formulaire de sécurité sociale ou qu'on va chercher un passeport à la mairie. Ce n'est pas exactement la vision qu'il pouvait en avoir dans sa vie personnelle. Mais c'est l'image qu'en donne Orson Welles. Une autre image, à un moment donné, il plaide sans savoir de quoi il est accusé, donc il défend son innocence tout en sachant absolument pas et en se trouvant devant des gens totalement indifférents à son discours. Ça, c'est une image qui est très réussie dans le film et qui correspond bien à la réalité. Dans ses tentatives de fuite, là vous le voyez devant une porte immense, naturellement il ne vous échappera pas que les deux vantaux supérieurs de la porte ressemblent aux tables de la loi, parce que c'est évidemment les tables de la loi qui constituent à la fois le désir et la difficulté pour rejoindre Dieu. On ne sait pas si ces portes-là protègent Dieu ou au contraire éloignent les gens qui veulent s'en approcher. Et justement, ceux qui étaient là quand j'ai parlé de la guillotine, j'ai parlé de la justice. Et vous vous souvenez, j'avais pris cette slide en faisant la différence entre la justice et la loi. À cette époque-là, je ne pensais pas à Kafka, mais c'est exactement le problème dans cette réplique de Western. C'est exactement le problème du procès. Lui, il cherche la justice et il se heurte en permanence à la loi. Je vais vous lire à ce propos le début et la fin du livre. Comme de toute façon, vous connaissez la fin, ceux qui n'ont pas lu le livre, ça ne peut pas vous nuire, ça n'ira pas à l'intérêt que vous aurez à le lire. On avait sûrement calomnié Joseph K. Alors il s'appelle Joseph K, évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais tous les personnages de Kafka s'appellent K, et on en retrouvera d'autres. On avait sûrement calomnié Joseph K, car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière de sa logeuse, Madame Grubach, qui lui apportait tous les jours son déjeuner à 8 heures, ne se présenta pas ce matin-là. Ce n'était jamais arrivé. K attendit encore un instant, regarda du fond de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qui l'observait avec une curiosité surprenante, puis, affamé et étonné tout à la fois, il sonna la porte. À ce moment, on frappa à la porte et un homme entra qu'il n'avait encore jamais vu dans la maison. Ce personnage était svelte, mais solidement bâti. Il portait un habit noir et collant qui ressemblait à un vêtement de voyage, pourvu d'une ceinture et de toutes sortes de plis, de poches, de boucles et de boutons, qui donnaient à ce vêtement une apparence particulièrement pratique, sans qu'on puisse cependant bien comprendre à quoi tout cela pouvait servir. « Qui êtes-vous » demanda K en se dressant sur son séant. Mais l'homme passa sur la question, comme s'il était tout naturel qu'on le prît quand il venait, et se contenta de demander de son côté « Vous avez sonné ?»« Oui, Anna doit me porter mon déjeuner. » Tika, essayant d'abord muettement de découvrir par déduction qui pouvait bien être ce monsieur, mais l'autre ne s'attarda pas
à se laisser examiner. Il se retourna vers la porte et l'entrouvrit pour dire à quelqu'un qui devait se trouver juste derrière « Il veut qu'Anna lui apporte son déjeuner !» Un petit rire suivit dans la pièce voisine. À en juger par le bruit, il pouvait se faire qu'il y eut là plusieurs personnes. Bien que l'étranger n'eût pu apprendre de ce rire rien qu'il ne sût auparavant, il déclara « C'est impossible », Aka sur un ton de commandement. « Voilà qui est fort, répondit K en sautant en bas de son lit pour enfiler son pantalon. Je voudrais bien voir qui sont ces gens de la pièce à côté, comment Madame Grubach m'expliquera qu'elle puisse tolérer qu'on vienne me déranger de la sorte. » Excusez-moi, je saute un passage. Donc j'ai passé un petit moment. Joseph K., observant le long dialogue de regard entre ses gardiens, finit par exhiber ses papiers et par dire « Voici mes pièces d'identité. » « Mais que voulez-vous que nous en fassions ?» s'écria alors le grand gardien. « Vous vous conduisez pis qu'un enfant. Que voulez-vous donc? Vous figurez-vous que vous amènerez plus vite la fin de votre procès en discutant avec nous, les gardiens, sur votre mandat d'arrestation et sur vos papiers d'identité? Nous ne sommes que des employés subalternes. Nous connaissons très peu de choses en papier d'identité. Nous n'avons pas autre chose à faire qu'à vous garder 10 heures par jour, à toucher notre salaire pour ce travail. C'est tout. Cela ne nous empêche pas de savoir que les autorités qui vous emploient enquêtent très minutieusement sur les motifs de l'arrestation avant de délivrer un mandat. Il n'y a aucune erreur là-dessus. Les autorités que nous représentons, encore, ne les connais-je que par les grades inférieures, ne sont pas de celles qui recherchent les délits de la population, mais ce sont celles qui, comme la loi le dit, sont attirées, sont mises en jeu par le délit, et doivent alors nous expédier, nous autres gardiens, pour exécuter leurs ordres. Voilà la loi. Où y aurait-il une erreur? Mais je ne connais pas cette loi, dit K. Vous vous en mordrez les doigts, dit le gardien. Mais elle n'existe certainement que dans votre tête, répondit K. Il aurait voulu trouver un moyen de se glisser dans la pensée de ses gardiens, de la retourner en sa faveur ou de la pénétrer complètement. Le gardien éluda toute explication en déclarant « Vous verrez bien quand vous la sentirez passer. » Franz s'en mêla, dit à son collègue « Tu vois ça, Willem? Il reconnaît qu'il ignore la loi et il affirme en même temps qu'il n'est pas coupable. » « Tu as parfaitement raison, dit l'autre. Il n'y a plus rien à lui faire comprendre. » Alors je vais vous lire la fin. Après avoir échangé quelques politesses pour régler la question des préséances, les messieurs semblaient avoir reçu leur mission en commun. Ils arrivèrent rapidement hors de la ville, qui finissait de ce côté-là, presque sans transition dans les champs. Une petite carrière déserte et abandonnée s'ouvrait tout près d'une maison d'extérieur encore très urbain. Ce fut là que les deux messieurs stoppèrent, soit qu'ils se fussent assigné ce but depuis le départ, soit qu'ils fussent trop épuisés pour pouvoir avancer encore. L'un d'entre eux s'approcha de K, lui retira sa veste, son gilet et sa chemise. K frissonna involontairement. Le monsieur lui donna dans le dos une petite tape d'encouragement, puis il plia soigneusement les vêtements, comme des choses dont on aura encore besoin. Pour ne pas exposer K immobile à la fraîcheur de l'air nocturne, il le prit ensuite sous le bras, lui fit faire les 100 pas, pendant que l'autre monsieur cherchait dans la carrière un endroit qui pût convenir. Lorsque cet endroit fut trouvé, le monsieur fit signe à son collègue, qui amena K jusque-là. C'était tout près de la paroi. Il s'y trouvait encore une pierre arrachée. Les messieurs assirent K sur le sol, l'inclinèrent contre la pierre et posèrent sa tête dessus. Malgré tout le mal qu'il se donnait et malgré toute la complaisance qu'y mettait K, sa position restait extrêmement inconfortable et contrainte.
Aussi l'un des messieurs pria-t-il l'autre de lui confier pour un instant le soin de disposer qu'à tout seul, mais les choses n'allèrent pas mieux. Ils finirent par le laisser dans une position qui n'était même pas la meilleure de celle qu'ils avaient déjà obtenue. L'un des messieurs ouvrit ensuite sa redingote et sortit d'un fourreau accroché à une ceinture qui portait autour du gilet un long et mince couteau de boucher à 2 tranchants. Le tint en l'air, vérifia les 2 fils dans la lumière. Ce furent alors les mêmes horribles politesses que précédemment. L'un des 2 allongeant la main au-dessus de K tendit à l'autre le couteau, l'autre le lui rendit de la même façon. K savait très bien maintenant que son devoir eût été de prendre lui-même l'instrument pendant qu'il passait au-dessus de lui de main en main et de se l'enfoncer dans le corps. Mais il ne le fit pas. Au contraire, il tourna son cou encore libre et regarda autour de lui. Il ne pouvait pas soutenir son rôle jusqu'au bout. Il ne pouvait pas décharger les autorités de tout le travail. La responsabilité de cette dernière faute incombait à celui qui lui avait refusé le reste de force qu'il lui aurait fallu pour faire cela. Ses regards tombèrent sur le dernier étage de la maison qui touchait la carrière. Comme une lumière en jaillissait, les 2 battants d'une fenêtre s'ouvrirent là-haut. Un homme, si mince et si faible à cette distance et à cette hauteur, se pencha brusquement dehors, en lançant les bras en avant. Qui était-ce? Un ami, une bonne âme? Quelqu'un qui prenait part à son malheur? Quelqu'un qui voulait l'aider? Était-ce un seul? Était-ce tous? Y avait-il encore un recours? Existait-il des objections qu'on n'avait pas encore soulevées? Certainement. La logique a beau être inébranlable, elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre. Où était le juge qu'il n'avait jamais vu? Où était la haute cour à laquelle il n'était jamais parvenu? Il leva les mains, écarquilla les doigts, et l'un des 2 messieurs venait de le saisir à la gorge, l'autre lui enfonça le couteau dans le cœur. Il y retourna par 2 fois. Les yeux mourants, K vit encore les 2 messieurs penchés tout près de son visage, qui observaient le dénouement, joue contre joue. Comme un chien, dit-il, et c'était comme si la honte dût lui survivre. Là aussi, c'est pas très rigolo. Mais... Donc, la honte de ne pas s'être substitué au bourreau, la honte de ne pas avoir compris ce qui lui arrivait, la honte de tous les hommes exposés à leur chute, exposés à leur destin. Je vous laisserai le choix de regarder. Là, vous avez ce lieu qui est à la fois magnifique et assez décoré, on va dire. C'est la synagogue espagnole de Prague. C'est là que, et elle était exactement dans cet état, c'est là que Kafka a fait sa bar mitzvah, qui est l'équivalent de la confirmation pour les chrétiens et les catholiques. Et il y a dans cette synagogue un bandeau écrit évidemment en hébreu, mais il y a sa traduction en dessous. Et ce bandeau dit quelque chose de formidable, même pour le mécréant que je suis. Il dit « Souviens-toi devant qui tu te trouves ». Il faut reconnaître que, en quelques mots, ça vous donne une idée définitive de la noblesse du lieu. Il est certain que Kafka a vu cette inscription quand il avait 13 ou 14 ans. Je pense que le reste de son œuvre, de sa réflexion, indépendamment des problèmes avec son père, du fait qu'il a abandonné sa fiancée, sans avoir rien de coupable vis-à-vis d'elle, mais qu'il a quitté donc sa fiancée, c'est rien à côté de sa recherche d'un Dieu, je ne sais pas lequel, puisque chacun peut avoir le sien, et que, certes, il n'a jamais oublié
devant qui il se trouvait, mais s'il y a une réponse qu'on peut mettre dans sa bouche, dit « Seigneur, je te cherche, mais où es-tu » C'est ça, certainement, une des questions que se posait Kafka et une des raisons de la honte qui lui survit après qu'il ait été condamné et exécuté. Cette photo cette statue assez originale est exactement devant la synagogue dont je vous ai montré l'intérieur, à l'angle de la rue dans laquelle vivait Kafka. Ah. Marche plus. Je vais demander l'expert, peut-être j'arrive pas à changer d'image. Il y a des OV, je crois. Voilà. Alors, on doit changer à la fois, oui, merci, voilà, un autre livre que vous pouvez lire avec le plus grand intérêt, qui est magnifique également. Il faut aimer ça, mais si on aime ça, c'est très bien. On change de pays, et comme tout à l'heure, le drapeau que je vous montre n'est pas le bon drapeau, parce que au moment où le livre dont on va parler était écrit, c'était encore l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ce drapeau est devenu le drapeau de l'Afrique du Sud en 1994, et avant, le drapeau, c'était celui-là. Encore un dominion anglais, et c'est en 1985 que Coetzee, prix Nobel de littérature en 2008, je crois. Alors lui, un homme très bien, professeur de littérature et d'autres choses dans plusieurs universités, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Angleterre. Maintenant, la vie en Afrique du Sud étant à peu près intolérable, il a fini par la quitter, il vit en Australie à Adélaïde. Mais son visage n'est pas comme celui de Kafka, il n'a rien de particulier à nous apprendre, enfin je voulais que vous le rencontriez. Et ça, c'est le livre dont on va parler. Alors, ça se passe évidemment en Afrique du Sud en 1985. À cette époque, l'Afrique du Sud, c'était ça. Vous avez vu, Michael K, il s'appelle K, lui aussi. C'est à la fois une coïncidence et pas tout à fait une coïncidence. C'est Soweto, vous en avez entendu parler. L'Afrique du Sud, c'est ça, encore aujourd'hui. À l'époque où on a écrit le livre, c'était aussi ça. C'était aussi ça. Et ça. Alors l'histoire de Michael K, c'est un homme simple, pas vraiment simple d'esprit, mais simple, qui est jardinier. Il est jardinier dans un quartier chic du Cap, qui s'appelle South Point. Et sa mère est employée de maison, dans une des maisons luxueuses, dans les appartements luxueux là, de la région. On ne sait pas si c'est un blanc, un mulâtre ou un noir. C'est pas précisé. Par contre, ce qui est dit dans l'histoire, c'est qu'il a un bec de lièvre. Et donc, il a toujours le bas de la bouche, le haut de la bouche ouverte, la narine un peu ouverte. Et ça fait tellement peur à sa mère qu'elle le met dans un orphelinat et qu'il passe toute son enfance en ayant l'impression d'être rejeté et que ce rejet va le poursuivre pendant longtemps. Et puis un beau jour, les habitants de l'appartement dans lequel travaille la mère, qu'il a logé réduit, mais enfin un réduit convenable, finissent par quitter la région. Il y a eu beaucoup de départs à cette époque-là parce que la lutte de l'apartheid a été assez sanglante pour tout le monde. Et du coup, la vieille maman demande à son fils de le ramener dans la ville où elle est née, qui est un village au nord de Stellenbosch, petite ville d'architecture vaguement hollandaise ou australienne, on pourrait dire,
climat idéal toute l'année, très agréable. Et comme la mère est fatiguée, Cal l'installe dans une espèce de brouette et commence à faire les 100 km ou 150 km qui séparent Cape Town de Stellenbosch. Entre-temps, la mère finit par arriver, mais elle meurt à Stellenbosch, à l'hôpital de Stellenbosch, et lui continue tout seul vers la ferme d'origine de sa mère pour retrouver ses racines. Ses racines, c'est ça. C'est le Karoo, c'est la région dans laquelle se trouve la maison. C'est probablement une maison comme celle-là, dans laquelle il n'y a plus personne. Michael K. arrive avec ses habitudes de jardinier, se trouve face à ce terrain pelé, mais arrive quand même, en regardant bien la terre, à trouver des endroits de terre un petit peu végétale. Et avec quelques graines de potiron, commence à se construire un petit potager. Et il vit seul, heureux d'être dans la nature, mangeant très peu, jusqu'au jour où des soldats qui passent par là le trouvent squelettique, et à la fois parce qu'il peut représenter un vague trouble à l'ordre public, et puis parce qu'il a l'air d'être mourant, ce qui n'est pas vraiment le cas. Lui cherche à s'alléger, à avoir une liberté complète. Et pour lui, la conception de la liberté, c'est presque de ne pas être dépendant de la nourriture, de ne pas en être obligé. Il rêve de voler. Et du coup, on l'emmène dans un camp même pas un camp de prisonniers, parce que, enfin, un camp dans lequel il est soigné, il rencontre un médecin militaire, et ce médecin s'intéresse à son cas, parce que cet homme, pourquoi cesse-t-il mourir de faim? Pourquoi n'est-il pas... il refuse même la nourriture du camp. Je vais vous lire un très court passage de... J'essaye d'être... Mange, refais tes forces, lui dit le médecin. Mais pourquoi devrais-je refaire des forces? Pour pouvoir les épuiser à nouveau en nous obéissant? Le pouvoir n'affame pas dans cette situation, il veut nourrir au contraire, il veut nourrir pour transformer le corps de Michael en quelque chose de disponible, quelque chose d'exploitable. La citation est « Pour qu'un jour proche, il puisse se mêler à la vie du camp et avoir la possibilité de défiler le long du champ de course, de crier des slogans, de saluer les couleurs, de s'entraîner à creuser des trous et à les combler de nouveau. » Alors évidemment, la réaction de Michael est exactement la même que celle de Bartleby. Vous avez vu, j'ai fait passer tout à l'heure le livre Bartleby le scribe. Bartleby, lui, est un employé de bureau à qui on demande des choses et qui répond en permanence j'aimerais mieux pas. Sa seule réponse est j'aimerais mieux pas. Il rend absolument fou la totalité du bureau, tous les gens qui l'entourent. Gilles Deleuze, le philosophe français, a dit de ce « j'aimerais mieux pas », c'est la formule de sa gloire. Et il ajoute, Deleuze ajoute au sujet de Bartleby, mais ça s'applique exactement à Michael K., un homme maigre et livide a prononcé la formule qui affole tout le monde. C'est vrai, quelqu'un qui est indépendant de tout, même indépendant de la nourriture, ça les rend complètement... Ils ne savent pas comment résoudre ce problème.
Alors, cette espèce d'ascèse de Michael dirigée contre le pouvoir est absolument prodigieuse. Il finit par s'évader du camp. Il retourne à Cape Town, dans le quartier que je vous ai montré tout à l'heure. Et il essaye de vivre comme jardinier. Et puis il décide, je vais vous lire la fin. Qu'à se tourner et se retourner sur le lit de carton, sans trouver de repos, il s'aperçut que cela l'excitait de dire sans détour la vérité. La vérité sur moi-même, je suis un jardinier. Il le répéta de nouveau à voix haute. De notre côté, n'était-il pas étrange pour un jardinier de dormir dans un placard, à portée du bruit des vagues de la mer ? Au moins, pensa-t-il, au moins je n'ai pas été malin, je ne suis pas revenu à Sea Point avec un plein chargement d'histoire, prêt à raconter comment il m'avait frappé, comment il m'avait tapé dessus dans les camps jusqu'à ce que je sois maigre comme un clou et que je perde la tête. J'étais muet et stupide. Dès le début, je resterai muet et stupide jusqu'à la fin. Il n'y a pas de honte à être simple d'esprit. Les simples d'esprit ont été les premiers à se faire enfermer, mais maintenant, ils ont des camps pour les enfants dont les parents sont partis, des camps pour les agités qui ont l'écume aux lèvres, des camps pour les gens qui ont des grosses têtes, des camps pour ceux qui ont des petites têtes, des camps pour les gens sans moyens de subsistance apparent, des camps pour les gens qui se trouvent installés dans les déverseurs d'orage, des camps pour les filles de rue, des camps pour les gens qui ne savent pas combien font 2 et 2, des camps pour ceux qui ont oublié leurs papiers à la maison, des camps pour les gens qui vivent dans les montagnes et font sauter les ponts la nuit. Peut-être, en vérité, est-ce suffisant d'avoir échappé au camp, de n'être dans aucun de tous ces camps. Peut-être, cela représente-t-il pour le moment une réussite suffisante. Combien de gens reste-t-il qui ne soient ni enfermés, ni chargés de surveiller les autres? J'ai échappé au camp. Si je fais attention à ne pas trop me montrer, peut-être que j'échapperai aussi à la charité. Il pensa au domaine, aux épineux gris, au sol rocailleux, aux cercles de collines, aux montagnes mauves et roses, dans le lointain, au grand ciel bleu, calme et vide, à la terre grise et brune dans le soleil, ici et là, où en regardant attentivement on voyait tout à coup une pointe d'un verre lumineux, feuille de potiron ou fan de carotte. Il ne paraissait pas impossible que la personne, quelle qu'elle fût, qui sans respecter le couvre-feu, venait quand cela lui plaisait dormir dans ce recoin malodorant où il vivait, qu'à imaginer un petit vieux voûté, une bouteille dans sa poche, marmonnant sans arrêt dans sa barbe. Le genre de vieux à qui la police ne fait pas attention. Que cette personne donc en eut assez de vivre au bord de la mer et fut désireuse de prendre des vacances à la campagne, à condition de trouver un guide qui connût les routes. Il pourrait partager le lit ce soir, cela se faisait. Le matin, dès le petit jour, il pourrait aller chercher dans les ruelles une brouette abandonnée. S'ils avaient de la chance, ils pourraient rouler dès 10 heures sur la grande route, en n'oubliant pas de s'arrêter en route pour acheter des graines et 2 ou 3 autres choses, en évitant Stellenbosch qui semblait être un lieu funeste. Et si le vieil homme descendait de la charrette, s'étirait, regardait l'endroit où se dressait autrefois la pompe, que les soldats avaient fait sauter pour que rien ne reste intact, et s'il se plaignait, mais où allons-nous trouver de l'eau? Lui, Michael K., sortirait de sa poche une petite cuillère et un gros peloton de ficelle.
il dégagerait les débris obstruant la bouche du puits. Il tordrait le manche de la petite cuillère et attacherait la ficelle à la boucle ainsi formée. Il ferait descendre la ficelle dans le puits jusque dans les profondeurs de la terre, et quand il la remonterait, il y aurait de l'eau dans la cuillère. Et de cette façon, dirait-il, on peut vivre. Vous voyez, c'est déjà plus optimiste celui-là. Alors le dernier héros, je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps, on va parler d'un autre pays. On va changer de pays. Ah, vous pouvez lire aussi ce livre magnifique. Coetzee non seulement a eu le prix Nobel, mais il a eu 2 fois le Booker Prize en anglais, qui est l'équivalent du Goncourt. Une fois pour Michael K, une fois pour Disgrâce. Ce sont des livres absolument magnifiques. Alors on se trouve évidemment en Russie soviétique. Vous connaissez Solzhenitsyn, c'est pas la peine de vous montrer davantage de photos. Celle-là est magnifique, on voit l'intelligence, la force. La vie de Solzhenitsyn est tout à fait extraordinaire. C'était une famille aisée, excellent élève. Il poursuit en même temps une licence de lettres et une licence de mathématiques. C'est vous dire qu'il avait toutes les cordes à son arc. La Seconde Guerre mondiale éclate. Il est évidemment mobilisé. Il devient capitaine d'artillerie. Il fait une guerre brillante, décorée, etc. Tout ce qu'il faut. Et en 1945, après la démobilisation, dans une lettre à un de ses amis, une lettre totalement privée, bien sûr, il dit du mal. Je vais chercher la formule exacte. Il reproche, entre guillemets, au génialissime maréchal, meilleur ami de tous les soldats, selon les qualificatifs officiels, d'avoir décapité l'armée rouge lors des purges de 37-38, fait alliance avec Hitler, c'est le fameux pacte germano-soviétique, refusé d'écouter ceux qu'il mettait en garde contre le risque d'une attaque allemande, l'opération Barbarossa en 41. Enfin, d'avoir mené la guerre sans aucun égard pour ses hommes et pour les souffrances de la Russie. Le destinataire et l'auteur de la lettre sont tous les deux arrêtés. Pour cette lettre privée, Solzhenitsyn est condamné à 8 ans de camp et à la relégation perpétuelle. Défense de revenir à Moscou. Après 8 ans de camp et 1 an et demi de relégation dans un coin pourri, il est atteint de cancer et il va à Tachkent, qui maintenant est en Ouzbékistan, où il est interné au pavillon 13, qui est le pavillon des cancéreux. Alors voilà l'homme qui va nous faire visiter le pavillon des cancéreux. Ça, c'est un camp dans le goulag. Ça, c'est les ouvriers dont Solzhenitsyn a fait partie et qui a travaillé de cette manière-là. Voilà le travail auquel il était soumis. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'engins de levage ou d'engins mécaniques. Vous pouvez remarquer là aussi la taille du bloc de rocher. À l'œil nu, ça fait 2 tonnes, ou peut-être plus que ça, parce que la densité du rocher, c'est 2 tonnes 4, il fait plus d'1 mètre cube. Et ça, c'est Tachkent à l'époque, Asie centrale dans les années 50, ça a beaucoup changé. Ça, c'est l'hôpital. Et ça, c'est une chambre de l'hôpital. Ce n'est pas celle qu'il décrit,
mais c'est une chambre de l'hôpital. Alors, la plus grande partie du livre va se passer dans cette chambre d'hôpital, avec des gens qui arrivent, qui repartent, certains qui meurent, certains qui sont soignés. Toute l'étude, toute l'analyse de la société russe va être faite à travers les réactions des malades, et en particulier d'un personnage qui s'appelle Oleg, qui est très fortement une représentation très autobiographique de Solzhenitsyn lui-même. Oleg avait une différence, c'est qu'il arrive aux 3/4 mourant, mais le traitement à base de rayons lui fait a des résultats spectaculaires et rapides en quelques mois, en plusieurs semaines. Et on veut continuer à le soigner. Mais les soins ultérieurs exigent soit une opération, soit encore des séances de rayons, soit des hormones femelles. Il ne veut absolument pas être mutilé par les conditions successives d'un éventuel traitement. Non, je ne veux pas être sauvé à n'importe quel prix. Je suis venu ici chercher un allègement à mes souffrances. J'ai très mal, aidez-moi. C'est ce que je vous ai dit. Et vous m'avez aidé. Merci, merci, merci. Je vous suis infiniment obligé. Seulement maintenant, laissez-moi partir. Laissez-moi me retirer comme un chien dans sa niche. Laissez-moi reprendre des forces et lécher mes plaies. À franchement parler, je n'y tiens pas tant que ça à la vie. Non seulement j'en ai plus devant moi beaucoup, mais je n'en ai jamais eu derrière moi. Si j'ai la moindre chance de vivre, même si petit moi, eh bien, il faut que je les vive. Alors vous voyez là exactement le même caractère, le même personnage que celui de K, Mikhail K. Lui refusait de se nourrir. Solzhenitsyn, en l'occurrence Oleg, refuse lui de se faire soigner. À chacun sa propre définition de ce qu'est la dignité humaine. Mais tous l'incarnent d'une façon comme une autre. Le cas de Kafka aussi incarne la dignité humaine. Céline aussi incarne la dignité humaine en refusant d'aller se faire massacrer par la guerre, en refusant de travailler dans les usines. Tous ces gens-là ont une certaine façon à eux de dire non, mais dont le résultat est exactement le même. On va vous faire 2 lectures, cher commandeur, de la suite en sortant de l'hôpital. Si vous avez un jour envie de lire ce livre, qui est un livre absolument magnifique, ou si vous l'avez déjà lu, il y a très longtemps. Vas-y. Tu veux quel passage? Tu veux l'abricotier? Tu veux l'écureuil? C'est l'Ouriouk. Okay. C'est le premier Solzhenitsyn. Il finit par Pourtant, sortir de avec la l'hôpital. manière infiniment patiente de l'endroit, il ne se leva pas, ne se mit pas en quête de nourriture, mais déplaça un peu sa chaise et resta encore. Et c'est alors que, du balcon de la maison de thé, il aperçut, au-dessus de la cour voisine, quelque chose qui ressemblait à l'aigrette d'un pissenlit, rose, translucide, mais de 6 mètres de diamètre au moins, une sphère rose, flottante, aérienne. De si grande, de si rose, il n'en avait jamais vu. C'était l'Ouriouk. Et Oleg se répétait, voilà le prix de la patience. Car qu'est-ce que ça signifie? Qu'il ne faut jamais foncer tête baissée sans avoir regardé ce qui est à portée de la main. Il se colla à la balustrade, et de cette position dominante, il regardait
regardait sans fin la transparente merveille rose. Il s'en faisait don à lui-même, en l'honneur du jour de la création. De même que dans les maisons du Nord se dresse un sapin décoré avec toutes ses bougies, de même dans cette petite cour enclose entre des murs de terre et ouverte au ciel seulement, où l'on vivait comme dans une maison, se dressait un seul arbre, l'ouriouk en fleurs sous lequel des gosses marchaient à quatre pattes, et une femme, en foulard noir émaillé de fleurs vertes, binait et sarclait la terre. Oleg observait. Le rose, c'était l'impression générale. L'abricotier portait des boutons pourprés semblables à de petites bougies. Les fleurettes, au moment de l'éclosion, avaient un dehors rose et, une fois ouvertes, étaient tout simplement blanches, comme celles du pommier ou du cerisier. Il en résultait cette roseur tendre, et Oleg s'efforçait de l'absorber toute par le regard afin de s'en souvenir longtemps encore, afin de pouvoir la décrire au cas de mine. Il attendait le miracle, et le miracle avait eu lieu. Il y avait encore bien des joies qui l'attendaient aujourd'hui dans un monde qui venait de naître. Un peu plus loin, il passe devant l'inventaire d'un marchand de brochettes. Là-dessus, Oleg aperçut un éventaire installé dans le renfoncement du mur de telle façon qu'il ne brisait pas le tracé de la rue. Le store de toile de l'éventaire était levé, comme une visière, et soutenu par deux barres obliques. De dessous la visière se répandait une petite fumée bleutée. Il lui fallut rudement baisser la tête par-dessous la visière pour s'approcher, et là, ne plus redresser le cou. Une longue rôtissoire traversait l'éventaire dans toute sa longueur. Un foyer brûlait en un de ses points, et tout le reste était rempli de cendres blanches. En travers de la rôtissoire, au-dessus du foyer, était posée une quinzaine de longues broches pointues en aluminium, garnies de morceaux de viande. Oleg devina que c'était là le chachlik. Encore une découverte qu'il faisait dans le monde nouvellement créé. Ce chachlik dont il était tant question dans les conversations gastronomiques des détenus. Oleg, lui, en 34 années d'existence, n'avait jamais eu l'occasion d'en voir de ses propres yeux. Il n'était jamais allé ni au Caucase, ni au restaurant, et dans les cantines populaires d'avant-guerre, on servait du chou à la viande hachée et du grouot d'orge, le chachlik. Il était capiteux, ce parfum, mélange de fumée et de viande. La viande sur les brochettes n'était ni calcinée, ni même d'un brun foncé, mais de cette teinte rose-gris, tendre, qu'elle a quand elle commence à être à point. Le marchand, un homme nonchalant, au visage gras et rond, tournait certaines des broches, en déplaçait d'autres du foyer vers les cendres. « C'est combien ?» demanda Kostoglotov. « 3, répondit le marchand d'une voix somnolente. Oleg ne le comprit pas. 3 quoi? 3 kopecks, c'était trop peu. 3 roubles, ça faisait tout de même beaucoup. Peut-être alors 3 broches pour 1 rouble. Cet embarras le guettait partout depuis qu'il avait quitté le camp. Il n'arrivait pas à s'y retrouver dans l'échelle des prix. Combien il y en a pour 3 roubles? Eut l'idée de demander Oleg pour se tirer d'embarras. Le marchand avait la flemme de parler. Il prit une broche, l'agita devant Oleg comme s'il la montrait à un enfant et la remit de nouveau en place. « Une broche, 3 roubles ?» Oleg secoua la tête. C'était un tout autre ordre de grandeur. Avec 5 roubles, il fallait qu'il vive une journée. Mais ça faisait tellement envie d'écouter. Il examinait chacun des morceaux et choisissait sa broche du regard. Mais elles avaient toutes de quoi séduire.
N'empêche qu'Oleg avait eu une broche. Abandonnant son havre-sac par terre, dans la poussière, dès demain, il prit la tige d'aluminium et après avoir compté les morceaux de viande, il y en avait 5, et puis la moitié d'un 6e, il se mit à les détacher de la broche du bout des dents, pas d'un seul coup, mais petit à petit. Il mangeait méditativement, comme le chien qui a emporté sa part dans un lieu sûr. Il se disait combien il était facile d'exciter le désir de l'homme et combien difficile de l'assouvir quand on l'avait excité. Le nombre d'années pendant lesquelles une tranche de pain noir avait été pour lui l'un des dons les plus grandioses de la terre. Il y avait seulement un instant, il allait justement s'en acheter pour son petit déjeuner, et voilà que la fumée bleutée de viande rôtie lui avait chatouillé les narines et qu'on lui avait donné une broche à manger. Et déjà il sentait monter en lui le dédain du pain. Sa première sortie, c'est sa sortie définitive, mais après avoir vu l'abricotier en fleurs, surtout imaginez, j'ai essayé de vous rendre la vie qui avait précédé l'abricotier et le chachlik. Il va au zoo. Puis, comme il s'engageait dans une autre allée, Oleg remarqua de l'animation près d'une cage, surtout parmi les gosses. Quelque chose s'agitait furieusement dans la cage, s'y agitait tant et plus, mais toujours sur place. C'était un écureuil dans sa cage, celui du dicton. Mais dans le dicton, tout s'était effacé, et l'on ne voyait plus très bien pourquoi c'était un écureuil, et pourquoi il était dans sa cage. Tandis qu'ici, on le voyait figurer en vrai. Dans l'enclos de l'écureuil, on avait dressé un tronc d'arbre avec, un peu plus haut, de grosses branches qui s'en allaient dans tous les sens. Mais, à l'arbre, on avait aussi perfidement suspendu une roue, une sorte de tambour tourné vers le public et muni de barres transversales, de telle sorte que toute la couronne devenait une échelle fermée et sans fin. Et voilà que, dédaignant son arbre, les grosses branches qui s'élançaient vers les hauteurs, l'écureuil, pour quelque raison obscure, était dans la roue, bien que personne ne l'y eût contraint ou séduit par quelque appât. Non, il n'avait été séduit que par l'idée fausse d'une activité illusoire et d'un mouvement illusoire. Pour commencer, il avait dû essayer comme ça, pour voir, marche après marche, par pure curiosité. Il ne savait pas encore quelle farce féroce et prenante c'était là. La première fois, bien sûr, il ne le savait pas. Puis après des milliers de fois, il le savait bien. Mais c'était tant pis. Le mouvement était maintenant déchaîné jusqu'à la furie. Tout le petit corps roux, duveteux de l'écureuil et sa queue d'un roux bleuté s'étiraient, épousant la courbe de la roue dans une course folle. Les barres de la roue escalier étourdissaient la vue jusqu'à donner l'impression d'une fusion complète. L'écureuil y appliquait toutes ses forces à s'en faire éclater le cœur. Et pourtant, de ses petites pattes de devant, il ne pouvait s'élever d'une seule marche. Et tous ceux qui étaient là avant Oleg avaient vu cette course sans répit, et Oleg, qui restait là quelques minutes, vit que tout continuait. Il n'y avait dans la cage aucune force extérieure capable de retenir la roue ou d'en sortir l'écureuil, et il n'y avait aucune intelligence capable de lui faire entendre raison. « Laisse tomber, ça ne sert à rien !» Non, il n'y avait qu'une seule issue inévitable, évidente, la mort de l'écureuil. On n'avait nulle envie de rester là à l'attendre, et Oleg s'en fut plus loin. Alors, si vous n'avez pas compris, une dernière petite lecture. Plus loin, Oleg vit Monseigneur le Tigre.
C'était dans la moustache, oui, dans la moustache que se concentrait toute sa rapacité. Et les yeux, ils étaient jaunes. Tout se mélangea dans la tête d'Oleg et il resta planté là, regardant le tigre avec haine. Un vieux prisonnier politique, exilé jadis à Turbanka et qui, dans les temps nouveaux, s'était retrouvé avec Oleg dans un camp, lui avait raconté que ses yeux à lui n'avaient pas de velours noir, mais jaune. Rivé par la haine, Oleg se tenait là face au tigre. Voyons, pourquoi simplement comme ça? Simplement comme ça. Il en avait la nausée. Il n'avait plus envie de visiter ce parc zoologique. Il avait envie de fuir. Du coup, plus de lions qui tiennent. Il se mit à chercher la sortie à l'aveuglette. Moustache. Voilà, alors écoutez, je suis désolé parce qu'il commence à se faire vraiment tard. Moi je veux bien continuer, mais je pense qu'il est un peu tard pour vous tous. Alors est-ce que vous voulez qu'on parle un quart d'heure de Borges? On va sauter Kawabata. Est-ce que vous voulez qu'on parle un quart d'heure de Borges? Ou bien est-ce que vous voulez qu'on se quitte, bons amis, maintenant? Je vous laisse le choix. Et le livre japonais, moi je ne connais pas du tout. Pardon? Le livre que vous aviez présenté tout à l'heure, dans les 6, là, le suivant. Ah, Les Belles Endormies. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Je sais pas, moi je parle pour moi. Bon, alors, en Parlez-nous deux mots. Parlez-nous du japonais. Oui, voilà. Oui, un petit peu japonais. En deux mots, vraiment en deux mots, et deux mots sur Borges. Et puis il n'y a pas d'héroïne. Oui, vous n'aimez pas les auteurs féminins. Si, Il n'y en a pas dans pas aujourd'hui, mais la vous prochaine avez fois. vu. Ah bah c'est une preuve, hein. C'est révélateur. Alors, Kawabata, Les Belles Endormies. C'est peut-être encore mieux. Kawabata, extraordinairement japonais. Un artiste, vous le voyez en train d'écrire là, en train d'observer une main, c'est une sculpture de Rodin, autant que je sache. C'est quoi le titre? Voilà. Et Les Belles Endormies, ça vous évite, ça vous remplace un voyage au Japon. Vous économisez à la fois le billet d'avion et les 8 heures de décalage horaire. C'est vraiment très bien. Magnifique, très esthétique. Voilà Les Belles Endormies. C'est l'histoire du vieil Eguchi. Un vieil, il a 67 ans, on lui donne son âge tout de suite. Tous les précédents héros avaient autour de 30, 31, 32, 33, 34 ans. C'était vrai pour les deux cas, c'était vrai pour Céline et c'était vrai pour Oleg qui à 34 ans découvrait le premier chachlik de sa vie. Les Belles Endormies est une maison qu'on ne pourrait pas qualifier de close, mais c'est une maison d'hôtes, en quelque sorte, dans laquelle des hommes d'un âge certain payent pour passer la nuit avec des jeunes filles profondément endormies, droguées, ensommeillées donc, mais droguées avec un fond. Sont pas gays vos livres, hein. Non, mais c'est uniquement pour ce but-là. Et les hommes passent la nuit avec elles sans les toucher. Et le livre Les Belles Endormies, ce sont les réflexions d'Eguchi au cours de 5 ou 6 nuits dans la maison. La première fois, il y va en disant « Oui, oh ben, c'est pas pour moi parce que bon, je suis plus tout jeune, mais enfin, je suis quand même encore un mec. Alors cette histoire de fille endormie qu'on ne peut pas toucher, bon, je vais voir parce que le copain m'en a parlé. Il y va donc en faisant un peu le fier. Et au cours de la nuit, qui passe à côté, bien sûr, sans toucher à la fille, mais à côté de cette jeune femme endormie, ça lui rappelle toutes les femmes qu'il a connues, les femmes qu'il a eues, celles avec lesquelles il s'est fâché, celles qu'il a aimées. Et la jeune femme endormie, qui est sa voisine de lui, est le révélateur de toute son histoire, à tel point qu'il y retourne, et il y retourne encore, et il y retourne encore, dans une réflexion extrêmement approfondie sur la beauté, la vieillesse, la perte de la virilité,
le monde qu'il va falloir quitter, le monde qu'on a connu, tout ce que vous pouvez imaginer comme réflexion qui peuvent se venir à l'esprit de cet homme. Voilà à peu près l'histoire du livre. Je pouvais en faire un commentaire plus long, mais on n'a pas le temps. Alors on parle beaucoup de la mer, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la blancheur. Kawabata était un obsédé de la blancheur. Le cou blanc des jeunes filles endormies, sans même un grain de beauté sur un cou blanc, ça ruine l'absolue beauté de la blancheur. Il a fait d'autres livres, Pays de neige par exemple, ou Tristesse et beauté, où il parle énormément de blancheur. Il a écrit ce livre, il avait lui aussi 68 ans à peu près, l'âge de son héros, et il a eu le prix Nobel. Et 4 ans plus tard, en 72, il s'est suicidé en mettant sa tête dans le four de sa cuisine. Quelle horreur. Mais ça ne m'étonne pas que vous avez des choix très particuliers. Voilà, Pays de neige. Ah, franchement. Le dernier bouquin se passe en Argentine. Alors c'est Borges, lui il n'a pas eu le prix Nobel, mais il aurait pu l'avoir. Borges était un caractère tout à fait prodigieux, une culture immense. Il souffrait d'une maladie des yeux qui fait qu'à l'âge de 50 ans, il était pratiquement aveugle, et 2-3 ans plus tard, il était tout à fait aveugle. Il était bibliothécaire de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires. Son infirmité ne l'a pas du tout empêché, il a continué à être bibliothécaire et à écrire pendant encore une trentaine d'années. Voilà quelques photos de lui. Une intelligence et une vivacité d'esprit extraordinaire, beaucoup d'humour. Son buste au pied de la bibliothèque de Buenos Aires. Une autre caractéristique, ses œuvres complètes font deux tomes dans la Pléiade, mais ses œuvres sont extrêmement courtes. Sa nouvelle la plus longue fait 14 pages. Ah ouais. Donc c'est vraiment des œuvres courtes. C'est le triomphe de la forme courte, des histoires qui ont en général pas de sens, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que ça n'a aucun sens, mais ce ne sont pas des histoires avec un début et une fin, ce sont des histoires en général d'une imagination prodigieuse, sans idée particulière, mais avec un sens extraordinaire du développement. J'avais choisi 2 histoires que je vais en 2 mots vous expliquer, un peu labyrinthique toujours. La librairie de Babel, c'est une librairie dans laquelle on contient tous les livres. Tous les livres qu'il est possible de concevoir avec 25 caractères, un point et une virgule. C'est-à-dire tout ce qui peut être écrit. Les livres sont, y compris des mots qui n'ont aucun sens, dans des langues qui n'en ont aucun, des langues qui n'existent pas. Mais si vous mettez dans un ordinateur les 25 caractères, un point et une virgule, vous pouvez fabriquer des mots, des milliers de mots, des milliards de mots, et vous pouvez fabriquer des milliards de livres, qui ne seront jamais les mêmes, mais qui n'ont aucun sens, mais qui contiennent tout. Et c'est cette extraordinaire conception du tout, y compris les choses qui n'ont jamais été écrites et les choses qui ne se sont pas produites. Dans ces livres-là, on trouvera votre avis de décès. Comment vous êtes mort? Qu'est-ce qui est arrivé à vos enfants? On trouvera la biographie des archanges. On trouvera absolument tout ce qui peut être imaginé. Ça fait une bibliothèque que beaucoup d'artistes se sont amusés à représenter. Parce que la bibliothèque, elle n'est pas finie, pardon, pas absolument infinie, mais elle est immense. Le nombre de livres qui est contenu dans la bibliothèque, ce nombre-là a besoin de 2 livres lui-même pour être exprimé, tellement il y a de 0 derrière.
Donc, cette image folle avec, entre autres livres, le livre de sable, c'est-à-dire un livre au nombre de pages infini, qui n'a pas de page pour commencer, pas de page pour finir, c'est la vision de Borges pour contenir tout le savoir du monde, tout ce que le monde peut imaginer, tout ce qu'il a pu concevoir, et ça nous ramène à la première image de ma présentation, où je vous disais peut-être un seul livre peut servir. Ce livre, c'est évidemment ce livre de sable, dans lequel, et je termine avec une citation de Proust, qui dit « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. » Voilà. Je vous remercie, j'étais un peu long. Je peux faire une petite remarque. Oui. C'est pas préparé, vous ne m'avez pas payé, Non. mais peut-être certaines personnes disent que c'était assez sombre ce soir, Oui. mais votre livre, je ne le trouve pas sombre du tout. Mais c'est pas sombre. Ah, vous l'avez lu? Ah, je l'ai lu, oui. Ah, d'accord. Et il y a beaucoup d'humour. Ouais. Et j'ai trouvé, d'abord, je suis jaloux du fait que ce soit vous qui l'ayez écrit et pas moi. Et puis, ensuite, ce que je dirais, c'est que pour vos personnages, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une tendresse sur la fin. Voilà. Oui, il faut aimer. J'en dirai pas plus, je ne vais pas les dévoiler. Si vous acceptez de me le dédicacer, Je vais vous mettre un ça petit serait mot. volontiers. C'est quoi le titre? Bah, je vous laisse annoncer le titre. Ni le jour ni l'heure, c'est très bien choisi. C'est à lui seul le résumé du livre. Hein. Ni le jour ni l'heure. Mais justement, on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire et on comprend très bien. Ben, si vous connaissez la musique, Il est vraiment dans les bonnes librairies, c'est ça? oui. Si vous connaissez la musique, il y a un choral de Bach qui s'appelle le choral du veilleur. C'est de la Bible. Vous devez veiller parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Hein. C'est l'histoire de Rachel dans la Bible. La Voilà. lumière, la petite lampe. La lumière. Ouais. En tout cas, merci d'avoir écrit. J'ai pris beaucoup de plaisir et ça donne quand même justement dans une situation, un monde un peu terrible, un petit rayon de soleil. Est-ce que vous avez parlé sur la porte, là, la porte avec le livre, Oui, les la livres, loi, les oui. tablettes. Moi, j'ai une autre interprétation. Il est pas grand. Effectivement, il ne peut pas ouvrir cette porte. Mais s'il arrive à ouvrir cette porte, peut-être qu'il découvrira Dieu. Vous pouvez penser à ça Mais aussi. bien sûr. Mais C'est Kafka, pour ça. la parabole Kafka, de la loi, c'est ça. c'est exactement ça. Ouais. On est le seul à pouvoir trouver pourquoi il n'y a qu'une porte par Bah personne. oui. Chacun a sa Peut-être porte que à certains ouvrir. arrivent à la franchir, cette porte. Chacun a sa Lui n'est porte. pas arrivé, il est mort devant la Oui, porte. c'est ça. Chacun a sa porte à Quel est ouvrir. votre prénom? Roger. Ben, c'est bien. On est raide. La prochaine fois, on a un petit fauteuil, trop mal dans le dos sur une